Mesdames et messieurs, donc les membres de la direction du parti, chers camarades ambassadeurs du pacte social, mesdames et messieurs les journalistes, chers invités. Avant toute chose, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président Laurent Gbagbo pour avoir fait de la jeunesse et de son avenir une composante essentielle du pacte social qu'il a initié. Ce choix ne surprend pas. La jeunesse et la question de son employabilité ont toujours occupé une place centrale dans la vision et dans son action politique. Je tiens également à lui adresser mes sincères remerciements pour la confiance qu'il m'a accordée en me désignant comme ambassadeur du pilier emploi des jeunes et entrepreneuriat. Je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait ainsi que la responsabilité qui en découle. Je sais que notre parti regorge de femmes et d'hommes compétents qui auraient pu accomplir cette mission avec talent. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre présence à cette conférence de presse consacrée à un sujet qui engage directement l'avenir de notre pays, l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat. Je m'exprime aujourd'hui en ma qualité d'ambassadeur du pacte social chargé du pilier emploi des jeunes et entrepreneuriat, une initiative portée par le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je me réjouis de la présence rassurante du commissaire général du pacte social, le vice-président Gervais Tcheidé, que je voudrais saluer avec déférence. Ce pacte social, en ce qui concerne mon pilier, est une démarche nationale qui vise à proposer une alternative économique et sociale fondée sur la justice sociale, la création d'emplois, le soutien à l'entrepreneuriat, l'égalité des chances et la restauration de la confiance entre l'État et la jeunesse. Notre objectif n'est pas de commenter l'actualité. Notre objectif est d'évaluer un bilan et de proposer une alternative. Aujourd'hui, nous ne dévoilerons pas tout ce que le pacte social renferme pour la jeunesse ivoirienne. Nous aborderons un seul pan de cette problématique. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance économique importante. Cette croissance a été largement présentée comme une réussite par les tenants actuels du pouvoir. Mais, naturellement, une question demeure. Qu'a-t-elle réellement produit pour la jeunesse ivoirienne? C'est cette question que nous avons voulu documenter à partir des données disponibles, des rapports publics, des statistiques nationales et internationales, ainsi que des déclarations officielles des autorités publiques. Nous aurions pu nous engager dans un débat sur les chiffres. Nous aurions pu nous engager dans un débat sur les montants. La méthodologie que nous avons choisie est d'étudier les chiffres et les montants qui nous ont été mis à disposition par le gouvernement. Donc nous n'allons pas faire une polémique sur les chiffres, nous allons nous prononcer à partir des chiffres qu'eux-mêmes ils reconnaissent. Nous avons confronté donc les montants engagés aux transformations réellement observables. Nous avons confronté les discours sur la croissance à la réalité vécue par les jeunes dans les quartiers, les villages, les universités, les entreprises et les marchés. Après 15 années de pouvoir, la question n'est donc plus de savoir si des programmes ont été créés. Oui, des programmes ont été créés. La question est désormais de savoir si ces programmes ont durablement transformé la vie de la majorité des jeunes ivoiriens. Et les données disponibles imposent un débat sérieux. Premier constat, plus de 2,1 millions de jeunes ivoiriens ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ce chiffre est issu des données de l'Institut national des statistiques, exploitées selon les normes du Bureau international du travail, pour mesurer la situation des jeunes dits nets, not in employment, education or training. C'est-à-dire les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. C'est-à-dire ces 2 millions de parcours interrompus, 2 millions de compétences qui ne sont pas suffisamment utilisées, 2 millions de jeunes ivoiriens qui sont oisifs. Après 15 années de politique publique consacrée à l'emploi, ce chiffre doit nous interpeller. Deuxième constat, le faible taux de chômage officiel ne doit pas masquer la réalité du marché du travail. Monsieur Franck Dogo, directeur général de l'emploi, donc c'est un officiel de l'État de Côte d'Ivoire, affirmait le 20 mai 2026 au siège social de la conférence épiscopale régionale qu'en Côte d'Ivoire, environ 82,3% des emplois se trouvent dans le secteur informel. Cela signifie que la majorité des travailleurs évoluent dans des conditions qui ne garantissent pas toujours un contrat, une protection sociale, une retraite
une couverture contre les accidents et un revenu stable. Un jeune peut donc ne pas être officiellement considéré comme un chômeur et pourtant vivre dans une situation de précarité. Il peut travailler chaque jour et rester pauvre. Il peut avoir une activité et ne bénéficier d'aucune protection sociale. Il peut travailler pendant 20 ans et ne disposer d'aucune garantie pour sa retraite. Le véritable problème de la Côte d'Ivoire n'est donc pas seulement le chômage, c'est aussi la faiblesse de l'emploi formel et durable. Troisième constat, un déficit structurel entre les arrivées sur le marché du travail et les emplois créés. Pendant des décennies, l'école représentait une promesse. Le travail, l'effort et la formation permettaient à chacun d'améliorer sa condition. Aujourd'hui, cette promesse est fragilisée. Des milliers de jeunes sortent chaque année des universités et des grandes écoles. Beaucoup attendent plusieurs années avant leur premier emploi. D'autres acceptent des emplois très éloignés de leur qualification. D'autres encore rejoignent directement le secteur informel. Ce n'est pas une estimation que nous avons nous-mêmes. C'est le ministre de la promotion de la jeunesse, M. Touré Mamadou, qui l'indiquait en août 2024 lors d'une rencontre avec les étudiants de l'ENA. Il disait, et je le cite, 4000 jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, tandis que le secteur privé crée autour de 100 000 emplois par an. Donc il y a 300 000 diplômés qui tous les ans restent sur le carreau. Cela signifie qu'il existe un écart considérable entre le nombre de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail et le nombre d'emplois formels créés. Et cet écart nous oblige donc à poser une question fondamentale. Comment notre économie peut-elle offrir une véritable perspective professionnelle à chaque nouvelle génération si elle ne crée pas suffisamment d'emplois pour absorber les nouveaux entrants? Parce que chaque année, nous cumulons donc 300 000 nouveaux sans emploi. Chacun pourra multiplier par 15 pour savoir le nombre que nous avons aujourd'hui. 15 étant le nombre d'années passées par le RADP au pouvoir. Le problème n'est donc pas seulement de former les jeunes. Il faut aussi créer les emplois capables d'utiliser les compétences que nous formons. Car former sans créer les conditions de l'insertion, c'est prendre le risque de transformer le diplôme en attente, l'attente en précarité, la précarité en découragement et le découragement en colère. Quatrième constat, la croissance économique n'a pas suffisamment produit d'emplois formels. La Côte d'Ivoire peut connaître une forte croissance, mais si celle-ci ne se traduit pas par des emplois durables, des revenus dignes, des opportunités d'entreprendre et une réelle autonomie pour les jeunes, elle reste incomplète sur le plan social. Nous avons déjà rappelé que 83% des emplois se trouvent dans le secteur informel. La question est donc simple. La richesse créée par la croissance s'est-elle suffisamment transformée en emplois et en opportunités pour la jeunesse? C'est l'une des principales questions que le bilan de ces 15 années de gouvernance. Mesdames et messieurs, le gouvernement a pourtant multiplié les programmes en faveur de la jeunesse. Le PGDEC, l'Agence Emploi Jeunes, les différents fonds d'appui à l'entrepreneuriat, les programmes financés avec les partenaires techniques et financiers, le programme jeunesse du gouvernement. Ces dispositifs ont permis à certains jeunes de bénéficier de formations, de stages, d'accompagnement ou de financement. Mais il serait injuste de considérer le nombre de bénéficiaires comme une preuve suffisante. Un programme d'emploi ne doit pas seulement répondre à la question combien de jeunes ont été inscrits. Il doit répondre à des questions beaucoup plus exigeantes. Docteur Assoa Adou, vous qui êtes dans le domaine médical, imaginez un médecin qui se limiterait à recenser le nombre de patients qu'il a reçus sans évoquer ce qu'il a réellement soigné. Un tel médecin ne serait naturellement pas sérieux. Le problème ne se limite donc pas à la création d'entreprises. Il concerne également leur capacité à survivre. Et sur ce point, les chiffres sont particulièrement préoccupants. Lors d'un forum économique organisé à Abidjan les 6 et 7 novembre 2024 par le bureau régional de la Fondation Conrad, Dr Afia Angeline, maître assistante en gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny, déclarait
que plus de 70% des PME ivoiriennes ferment leurs portes après 3 ans d'existence, en raison notamment des difficultés d'accès au financement. Le gouvernement, quant à lui, communique beaucoup sur les moyens engagés. Il communique beaucoup sur les bénéficiaires. Il communique beaucoup sur les montants annoncés, mais il communique beaucoup moins sur les résultats. Le débat public doit maintenant porter davantage sur les résultats obtenus par le régime actuel. En avril 2023, à l'occasion de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État, Alassane Ouattara, annonçait que chaque jour, 1 milliard serait consacré à la jeunesse sur l'ensemble de l'année, soit une enveloppe théorique de 365 milliards. J'insiste sur le mot théorique. Mais une annonce d'une telle ampleur appelle une exigence de transparence à la même hauteur. Les citoyens ont le droit de savoir combien a effectivement été dépensé. Ils ont le droit de connaître la répartition des financements par région. Une politique publique ne peut pas être évaluée uniquement à partir des montants annoncés. D'ailleurs, le 5 août dernier, le gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres, a annoncé un nouveau programme de 2869 milliards de francs CFA destiné à toucher 5,2 millions de jeunes d'ici 2030. Avec une hypothèse de mise en œuvre sur 4 ans, le programme représente en moyenne 11 500 par jeune et par mois, soit 138 000 francs CFA par jeune et par an. Autrement dit, l'effort financier consacré à chaque bénéficiaire reste relativement limité au regard de l'objectif affiché de transformation durable de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Mais le plus intéressant dans cette annonce, ce n'est pas le montant. Nous sommes, vous et moi, déjà habitués au montant en milliards. La nouveauté, c'est le verbe toucher. Un jeune qui participe à une réunion, est-il touché? Un jeune qui assiste à un atelier, est-il impacté? Un jeune qui reçoit une attestation de formation, est-il touché? Le gouvernement ne dit pas que 5,2 millions de jeunes sortiront durablement du chômage ou du sous-emploi. Il dit qu'il les touchera ou les impactera. Je suis désolé, mais les jeunes ivoiriens n'ont pas besoin d'être touchés. Ils ont besoin de travailler. Quand on regarde même la Côte d'Ivoire, on sent qu'il y a trop de jeunes qui sont touchés. Mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat est aujourd'hui présenté comme l'une des principales réponses au chômage des jeunes. Nous partageons l'idée que l'entrepreneuriat doit être soutenu. Mais il faut arrêter de présenter l'entrepreneuriat comme une solution miracle. Un jeune ne devient pas entrepreneur parce qu'il reçoit un financement. On a encore l'exemple de Goutigui, à qui on a remis 20 millions, mais on a confondu quelqu'un qui sait élever des poulets et puis quelqu'un qui sait gérer une entreprise d'élevage de poulets. C'est deux choses très différentes. Le financement ne constitue pas une politique entrepreneuriale à lui tout seul. La véritable question n'est pas uniquement de savoir combien de chèques ont été distribués. La véritable question est de savoir combien d'entreprises ont survécu. Une entreprise créée et fermée quelques mois plus tard ne constitue pas un succès durable. Une politique entrepreneuriale doit permettre aux entreprises de naître, de survivre, de grandir et de créer des emplois. C'est pourquoi nous demandons que les politiques publiques soient évaluées à partir de leurs résultats à moyen et long terme. Nous devons savoir combien d'entreprises accompagnées existent encore après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans. Nous devons savoir combien d'emplois ont été créés. Nous devons savoir combien ont réussi à accéder au marché public et privé. Nous devons savoir combien ont réussi à exporter. Nous devons savoir combien ont pu passer de l'informel au formel. C'est cela le véritable bilan d'une politique entrepreneuriale. Mesdames et messieurs, nous voulons également attirer l'attention sur un autre aspect souvent oublié du débat sur l'emploi des jeunes. C'est l'emploi public. Lorsqu'on parle de l'insertion des jeunes, le débat se concentre souvent sur le secteur privé et l'entrepreneuriat. Mais l'État reste également un employeur. La fonction publique offre des emplois nécessaires au fonctionnement des services publics. Elle répond à des besoins réels dans l'éducation, la santé, la justice, l'administration et la sécurité.
Pour des milliers de jeunes diplômés, le concours administratif représente une possibilité d'accéder à un emploi durable. C'est pourquoi l'accès à la fonction publique doit être fondé sur 3 principes: le mérite, l'équité et la transparence. L'accès à un emploi financé par les ressources de la nation ne doit dépendre ni d'une relation, ni d'une recommandation, et encore moins d'une appartenance politique. Il doit dépendre de la compétence. La transparence doit commencer dès l'ouverture du concours. Les candidats doivent connaître le nombre de postes ouverts. Ils doivent connaître les conditions de participation. Ils doivent pouvoir accéder à leurs notes, à leur classement et aux chiffres d'admission. Pourquoi c'est important que les candidats accèdent à leurs notes? Vous présentez un concours, on vous met juste admis ou refusé. Mais quand vous êtes refusé, vous ne savez pas dans quelle note vous avez bien travaillé ou pas. Donc, avoir accès aux notes, c'est permettre justement aux jeunes diplômés de mieux se préparer pour le concours l'année prochaine. Et ça élimine toute suspicion de transparence. Il faut également mettre fin à la multiplication des coûts qui pénalisent les candidats les plus modestes. Lorsqu'un jeune doit payer plusieurs inscriptions, effectuer plusieurs déplacements, fournir plusieurs fois les mêmes pièces et parfois se déplacer à Abidjan pour passer un concours, le coût réel de la candidature devient très important. Nous proposons donc la création d'un dossier numérique unique du candidat. À l'ère du numérique, un jeune devrait pouvoir déposer une seule fois ses pièces administratives et les réutiliser au cours de l'année pour plusieurs concours. Si on doit passer 4 concours de l'année, il est inconcevable qu'à l'ère du numérique, on puisse avoir à faire 4 extraits de naissance, 4 casiers judiciaires, 4 certificats de nationalité. Nous proposons également le développement de centres d'examen régionaux. Un jeune qui vit à Korogo, Mans, Bondoukou, Gagnoua, San Pedro ou à Bengourou doit pouvoir bénéficier des mêmes conditions d'accès qu'un jeune vivant à Abidjan. Nous proposons enfin la publication dès le début de chaque année d'un calendrier prévisionnel annuel des concours de la fonction publique, indiquant les périodes d'inscription, les dates prévisionnelles, les épreuves, les postes ouverts et les besoins de recrutement par administration. Le concours doit rester la rencontre entre le mérite et la République. Le problème de l'emploi des jeunes est également un problème d'équilibre territorial. Les opportunités ne sont pas les mêmes à Abidjan, dans les capitales régionales et dans les zones rurales. Les services d'accompagnement sont souvent concentrés dans les grandes villes. Les banques sont moins présentes dans certaines régions. Les investissements sont rares. Les infrastructures économiques sont insuffisantes. Cette situation pousse de nombreux jeunes à quitter leur région pour rejoindre Abidjan. Cela accentue la concentration urbaine et la pression sur un marché du travail déjà très saturé. Une politique nationale de l'emploi doit donc être une politique territoriale. Il ne suffit pas de créer des programmes nationaux, il faut garantir leur accessibilité dans toutes les régions. Il existe également un indicateur que nous ne pouvons pas ignorer. Entre 2017 et 2024, 53 827 personnes de nationalité ivoirienne ont été recensées parmi les migrants arrivés irrégulièrement en Europe. Ce sont les données de l'Organisation internationale pour les migrants. Lorsqu'une partie importante de la jeunesse choisit de prendre des risques considérables pour chercher ailleurs des perspectives qu'elle ne trouve pas chez elle, cela doit nous interroger. Une politique de l'emploi efficace doit donner aux jeunes des raisons de rester. Elle doit permettre de croire qu'ils peuvent réussir en Côte d'Ivoire, car le véritable enjeu est là. La jeunesse ivoirienne ne demande pas de privilèges, elle demande une chance. Elle ne demande pas que l'État crée un emploi pour chaque citoyen. Elle demande que l'État crée les conditions d'une économie capable de produire suffisamment d'emplois. Elle demande des règles équitables. Elle demande que le mérite compte. Elle demande que les financements publics soient transparents. Elle demande que les entreprises puissent accéder au marché. Elle demande que l'école conduise réellement vers l'emploi. Elle demande que l'entrepreneuriat ne soit pas réduit à une cérémonie de remise de chèques. Elle demande que les concours de la fonction publique soient transparents et accessibles. Elle demande enfin que la croissance économique tant vantée par le gouvernement actuel se traduise dans sa vie quotidienne. Après 15 années de pouvoir,
le débat en ce qui concerne l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat ne peut plus être celui des intentions. Le temps des intentions est passé. Le temps des annonces est passé. Le temps des promesses répétées est passé. Le moment est venu de parler des résultats. Nous ne disons pas que rien n'a été fait. Des programmes ont été créés. Des financements ont été mobilisés. Des infrastructures ont été construites. Certains jeunes ont bénéficié des dispositifs publics. Mais 15 années après, les mêmes problèmes demeurent. Le chômage et le sous-emploi restent des préoccupations majeures. Plus de 2 millions de jeunes demeurent exclus de l'emploi, des études ou de la formation. Plus de 8 emplois sur 10 relèvent encore de l'informalité. À peine un jeune diplômé sur 4 parvient à décrocher un emploi dans le secteur privé. 7 PME sur 10 ne franchissent pas le cap des 3 années, principalement faute de financement et d'accès au marché. La suivi des entreprises financées par l'argent public demeure insuffisamment documentée. Et l'évaluation des politiques publiques reste trop faible. C'est cette contradiction que le président Gbagbo nous invite à mettre au centre du débat. Une économie peut être dynamique sans être suffisamment inclusive. Un gouvernement peut multiplier les programmes sans résoudre durablement les problèmes qu'ils sont censés traiter. La question n'est donc pas de savoir si la Côte d'Ivoire a connu une croissance. La question est de savoir si ce que cette croissance a produit pour la jeunesse de notre pays. Combien d'emplois durables? Combien d'entreprises pérennes? Combien de jeunes sortis de la précarité? Combien de diplômés insérés dans leur domaine de compétences? Combien de jeunes devenus autonomes? Combien de familles dont le niveau de vie s'est réellement amélioré? C'est à ces questions que nous devons répondre. Le pacte social initié par le président Laurent Gbagbo part d'une conviction que la jeunesse ne doit pas être considérée comme une population à assister. Elle doit être considérée comme une force économique, sociale et productrice. L'État doit créer les conditions de son autonomie. Cela suppose de changer de méthode. Il faut passer d'une politique fondée principalement sur les annonces à une politique fondée sur les résultats. Il faut évaluer chaque programme. Il faut multiplier les résultats. Il faut mesurer le coût réel des emplois créés. Il faut suivre les bénéficiaires plusieurs années après leur accompagnement. Il faut mesurer la suivi des entreprises. Il faut faciliter l'accès au crédit. Il faut utiliser, bien entendu, la commande publique pour permettre aux petites entreprises de grandir. Il faut réformer l'accès à la fonction publique. Il faut renforcer l'équilibre entre les territoires. Il faut rapprocher les dispositifs d'accompagnement des jeunes. Il faut enfin reconstruire la confiance. Car derrière chaque statistique, il y a une vie. Derrière chaque jeune diplômé sans emploi, il y a une famille qui a investi dans l'éducation. Derrière chaque jeune qui travaille dans l'informel, il y a une activité qui pourrait être formalisée et développée. Derrière chaque entreprise qui disparaît, il y a un projet, un investissement et souvent plusieurs emplois perdus. Derrière chaque jeune qui quitte le pays, il y a parfois la conviction que l'avenir se trouve ailleurs. La question de l'emploi des jeunes n'est donc pas une simple question économique. C'est une question de justice sociale. C'est une question de dignité. C'est une question de confiance. C'est une question d'avenir national. Après 15 années de croissance, nous devons avoir le courage de poser la question qui dérange. La croissance a-t-elle suffisamment changé la vie de la jeunesse ivoirienne? Notre réponse est claire. La transformation attendue n'a pas eu lieu. Le train attendu n'est jamais arrivé. Certains disent même qu'il n'a jamais quitté la gare des départ. Le véritable échec n'est donc pas l'absence de programme. Le véritable échec, c'est l'incapacité du gouvernement actuel à transformer durablement ces programmes en emplois stables, en entreprises solides et en véritable perspective d'avenir. Nous ne voulons pas d'une jeunesse qui survit. Nous voulons une jeunesse qui travaille, qui entreprend, qui innove, qui produit et qui construit. Nous voulons une jeunesse qui accède à l'emploi par ses compétences et son mérite. Nous ne voulons pas d'une croissance qui se mesure uniquement dans les statistiques nationales. Nous voulons une croissance qui se mesure dans les revenus, les emplois, les entreprises et l'autonomie des citoyens. C'est le sens de cette tribune. Ouvrir un débat, présenter les faits, poser des questions et surtout proposer une autre politique.
Une politique qui ne demande pas à la jeunesse de se contenter de survivre. Une politique qui lui donne enfin les moyens de construire son avenir. C'est pourquoi nous avons édité le livre noir. Raoul, je peux avoir le livre s'il te plaît? Le titre est le livre noir de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat sous le RADP. 15 années de promesses, 15 années d'occasions perdues, 2011-2026. Il sera disponible dans quelques semaines. Il dresse un bilan sans concession des politiques publiques mises en place par le régime actuel en 15 ans. Dans ce livre, nous défendons la thèse que les 15 années de gouvernance du RADP ont permis une amélioration des indicateurs macroéconomiques, mais pas une transformation suffisante de la situation économique des jeunes. Nous soutenons que le régime Ouattara a multiplié les programmes sans produire une baisse durable de la précarité, de l'informalité et des difficultés d'insertion. Ce livre se présente comme une critique argumentée du bilan gouvernemental, tout en proposant dans sa dernière partie le pacte social initié par le président Laurent Gbagbo comme une alternative crédible à la souffrance de la jeunesse ivoirienne. Nous proposerons à cet effet les 10 engagements majeurs pour l'emploi, l'entrepreneuriat et l'émancipation de la jeunesse ivoirienne. Ces 10 engagements sont les suivants. Faire de l'emploi un indicateur central de la performance économique du pays. 2. Mise en place d'un programme national de première expérience professionnelle destiné en priorité aux jeunes sortant de formation. 3. Faire de la formation professionnelle l'un des piliers de la transformation économique de la Côte d'Ivoire. 4. Créer une véritable banque publique dédiée à l'entrepreneuriat. 5. Mettre en place un véritable statut de l'entrepreneur, particulièrement adapté aux petites activités et aux jeunes entreprises. 6. Réserver une part clairement définie de la commande publique aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes. 7. Mettre en place un grand programme national d'installation et d'accompagnement des jeunes dans l'agriculture et l'agro-industrie. 8. Mettre en place un grand plan national consacré aux métiers et aux entreprises du numérique. 9. Mettre en place une politique de développement des pôles économiques régionaux construits à partir des potentialités propres à chaque territoire. Et enfin 10. Instaurer une réforme profonde du recrutement de la fonction publique afin que chaque candidat puisse connaître clairement les règles du jeu et disposer des mêmes chances, quel que soit son lieu de résidence ou son origine sociale. Dans les semaines à venir, nous allons parcourir le pays à la rencontre de la jeunesse ivoirienne. Nous éditerons par la suite le livre blanc que nous remettrons au président Laurent Gbagbo au cours d'une cérémonie solennelle avec les jeunes que nous aurons écoutés. Nous passerons donc ainsi d'un livre noir représentant la gestion du pouvoir actuel à un livre blanc concentrant l'espérance de la jeunesse ivoirienne pour demain. Mesdames et messieurs, une nation ne devient pas grande parce que son PIB augmente. Elle devient grande lorsque chacun de ses enfants peut croire que son travail lui permettra de vivre dignement. C'est cette Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo nous invite à bâtir. Une Côte d'Ivoire où le mérite compte davantage que les relations, où le diplôme ouvre une porte, où entreprendre n'est plus un parcours d'obstacles, où partir n'est plus le seul horizon pour la jeunesse. Voilà le combat que nous proposons aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour les questions éventuelles. On serait même amené à penser le contraire. Vous voyez, en 2023, le chef de l'État offrait, selon les mots de la gouvernance actuelle, 1 milliard par jour à la jeunesse. Le 5, nous avons encore offert 2887 milliards à la jeunesse. Nous pensons que la politique de l'emploi telle qu'elle est construite par le RADP, elle est mauvaise. Et justement, le champ lexical qu'ils utilisent illustre ce que c'est que cette politique. On nous dit qu'on met des programmes pour impacter ou pour toucher la jeunesse. Et je pose la question, qu'est-ce qu'un jeune qui est impacté ou bien qui est touché? Je réside dans mon village, on bitume la voie qui passe dans mon village, je suis impacté. On est d'accord? Mais est-ce que ça règle la question de mon emploi? Ça ne règle pas la question de mon emploi. Voilà pourquoi la question, vous devrez la poser au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'ils entendent par un jeune qui est touché ou par un jeune qui est impacté. Et puis, il faut qu'on nous donne le bilan. Je l'ai dit, le gouvernement communique beaucoup sur les annonces, mais on n'a pas les résultats.
On nous a consacré 365 milliards en 2023. Où est le bilan? Est-ce qu'il y a de la monnaie qui reste? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Nous sommes curieux de le savoir. On vient encore de nous offrir 2800 milliards. Si la gestion est la même que les 365 milliards, on se retrouverait ici dans 6 mois en train de dénoncer les travers de cette gouvernance. Nous mettons au défi le gouvernement de communiquer sur les résultats de ces différents programmes en faveur de la jeunesse. Vous me demandez, qu'est-ce que nous entendons de la rencontre? La méthodologie que nous a conseillé le commissaire du pacte social, c'est de faire un état des lieux. C'est cet exercice que nous venons de faire, d'envisager des solutions, et puis ensuite d'aller à la rencontre des Ivoiriens pour confronter ces solutions-là à leur vécu quotidien. Donc les solutions, par exemple, que je vous ai énumérées ici, certains pourraient penser, parce que je le dis en même temps pour que certains ne posent pas la question, elles sont détaillées dans ce document les plus chiffrés. Voilà. Donc on va aller rencontrer ces jeunes-là, et puis prendre aussi leur avis. C'est à l'issue de cette tournée que nous allons maintenant éditer le livre blanc. C'est la confrontation de notre constat avec les expériences des jeunes que nous allons rencontrer. Nous pouvons envisager une solution qui peuvent remettre en cause, estimer que ce n'est pas pertinent, on notera cela. Comme ils peuvent être d'accord avec tout ce que nous proposons. Donc, aller rencontrer les jeunes, nous pensons que c'est aujourd'hui d'une importance capitale. Là où certains invitent les jeunes pour la bière gratuite, les rencontrer pour parler de l'emploi et de l'entrepreneuriat, nous pensons qu'ils seront intéressés. C'est à l'issue du constat et de l'enquête de terrain que nous allons finaliser les propositions à la jeunesse ivoirienne. Cependant, nous pensons qu'il est difficile, voire impossible, de faire pire que la gouvernance actuelle en matière d'employabilité des jeunes. Vous pouvez voir aujourd'hui tous les jeunes en Côte d'Ivoire qui se plaignent chaque jour. Avec mon équipe, on en a recensé plusieurs. On a documenté tout ça. Des jeunes qui créent leur entreprise, leur petit boulot, et puis après, on vient, on casse. La fiscalité qui pèse sur les jeunes Ivoiriens qui essaient de créer leur entreprise. Donc, il y a beaucoup de raisons de penser que toute gouvernance qui aurait un peu d'amour pour les Ivoiriens ferait beaucoup mieux. Oui. Aujourd'hui, la croissance repose effectivement seulement sur les grands travaux. Mais on sait tous que les grands travaux en Côte d'Ivoire ne sont pas conduits par les entreprises ivoiriennes. Nous nous disons, et ça fait partie des propositions que nous portons, qu'il faut que toutes les entreprises internationales qui ont des marchés en Côte d'Ivoire, qu'on les oblige à sous-traiter avec des entreprises ivoiriennes. Ce n'est pas nouveau, ça existe dans d'autres pays africains. Par exemple, en RDC, ils ont une autorité en charge de la régulation de la sous-traitance. Et si vous êtes une entreprise internationale, vous vous installez en RDC, quand vous devez sous-traiter, vous êtes obligé de prendre une PME congolaise. Il y a un transfert de compétences et puis ça fait vivre les PME. Mais aujourd'hui, quand on a des marchés qu'on donne à des entreprises internationales, est-ce qu'on se soucie de savoir qui sont les sous-traitants? Donc une entreprise, je cite pêle-mêle belge, peut avoir un marché, le sous-traitant peut être italien, le troisième sous-traitant peut être espagnol. Et quand vous verrez des jeunes Ivoiriens, ils seront les manœuvres sur le terrain. Donc nous pensons qu'il faut repenser la politique de l'emploi et forcément, puisque nous aurons pris l'avis des jeunes, ce que nous allons proposer va leur convenir. Vous m'avez demandé quel est le message à la jeunesse. Nous disons que on ne peut pas construire une politique de la jeunesse sans les jeunes. C'est pourquoi nous allons à leur rencontre. La Côte d'Ivoire telle que nous l'avons aujourd'hui est une Côte d'Ivoire de passe-droit. La Côte d'Ivoire telle que nous l'avons aujourd'hui est une Côte d'Ivoire de rattrapage ethnique. La Côte d'Ivoire telle que nous l'avons aujourd'hui est une Côte d'Ivoire de gabégie. Le PPACI et le président Laurent Gbagbo, à travers le pacte social, leur proposent une nouvelle espérance. C'est ce message-là que nous passons à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Cela fait 15 ans que nous avons essayé ceux qui prétendaient avoir la solution. Aujourd'hui, il est clair qu'ils ont créé plus de problèmes qu'ils en ont résolus. Il est temps de revenir à l'original de la solution. Nous pensons que dans les propositions qui sont faites aux jeunes en milieu rural, il y a une grosse contradiction. On demande aux jeunes de retourner à la terre et de travailler comme leurs parents il y avait 50, il y avait 60 ans. Vous conviendrez avec moi qu'aucun jeune de Côte d'Ivoire n'est prêt à aller retravailler avec des dabas et des machettes. Nous pensons qu'il faut changer d'angle. Au lieu de vouloir créer de nouveaux agriculteurs, nous pensons qu'il faut créer des entrepreneurs dans le domaine agricole. C'est la véritable transformation que nous voulons amener. Il ne faut pas demander aux jeunes de retourner faire des champs de cacao, de retourner faire des champs de café. Il faut leur demander de retourner investir dans les plantations de café, dans les plantations de cacao, parce qu'ils ont la compétence. Et l'État, justement, se doit de les accompagner pour augmenter notre production, pour moderniser justement l'agriculture.
Donc, en lieu et place des politiques qui veulent que les jeunes Ivoiriens soient encore des années après des agriculteurs, nous proposons à travers le pacte social que les jeunes en milieu rural se transforment en entrepreneurs dans le domaine agricole. C'est la principale transformation que nous comptons en mener et nous pensons qu'elle conviendra à tous les jeunes qui n'ont plus envie de travailler avec la daba et la machette comme les arrière-grands-parents. Vous avez ici le ministre Katina qui est en charge du projet de société du parti. Donc ces propositions que nous allons recueillir et que nous allons remettre au président Laurent Gbagbo, bien entendu, elles seront incluses par la suite, en tout cas celles qui seront pertinentes dans le projet de société du parti. Mais vous savez, l'histoire est un témoignage et tout le vocabulaire que nous manipulons aujourd'hui dans le champ politique, c'est-à-dire le champ lexical de la politique aujourd'hui, provient justement des idées que le président Gbagbo a portées. Quand on parle de l'assurance maladie universelle, avant le président Laurent Gbagbo, ça n'existait pas. Quand on parle de l'école gratuite obligatoire, c'est le président Gbagbo qui l'a conceptualisé. Donc oui, ce sont des idées que le président Laurent Gbagbo a portées. Quand on parle de la décentralisation, c'est le président Laurent Gbagbo, il avait fait les conseils généraux, ils ont fait les conseils régionaux, après ils ont fait les districts, on a vu que ça ne marche pas. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo sait pouvoir porter, il sait porter les idées qu'il trouve pertinentes pour son peuple. Et c'est parce que justement, nous lui faisons confiance que nous entendons lui remettre ce livre blanc. Parce que nous savons que lorsqu'il porte un combat, il est engagé, il ne se dérobe pas. Donc nous avons confiance pleinement en lui pour constituer une nouvelle espérance pour la jeunesse ivoirienne. Donc oui, comme je l'ai dit, les propositions que nous portons, elles sont là, 10 pages, elles sont chiffrées. Mais comme les gens, ils aiment bien voler et travestir les propositions que nous faisons, il a été décidé de ne pas les détailler, mais j'ai le document détaillé ici. Oui, parce que quand le président Gbagbo a parlé de l'assurance maladie universelle, vous avez vu qu'ils ont vu la SEMU. Ça ne marche pas. Nous tous, dans le cas de SEMU, mon père peut se soigner. Donc, si on continue, on a donné quelques propositions, mais si on les donne dans les détails, les photocopies vont marcher en plein régime et puis après, le débat sera biaisé. Donc, nous allons rencontrer ces jeunes, nous allons échanger avec eux. Et puis, le moment venu, le président Laurent Gbagbo, à l'issue du livre blanc qu'il aura reçu, il adressera un message. Et ce sera un message d'espoir pour la jeunesse ivoirienne. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier sincèrement pour votre présence, pour la qualité de votre écoute et pour les échanges que nous avons eus au cours de cette conférence de presse. La question de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat n'est pas un sujet secondaire. C'est une question qui touche à la dignité, à la stabilité sociale et à l'avenir de notre pays. Les chiffres montrent que la croissance économique à elle seule ne suffit pas. Il faut désormais des politiques publiques qui produisent des résultats concrets pour la jeunesse. Je voudrais adresser une salutation particulière et mes félicitations à l'ensemble des membres de mon cabinet, dont une trentaine est présente ce jour. Je voudrais vous saluer. Merci à vous. Monsieur le ministre, ces jeunes qui sont près d'une centaine, j'insiste dessus parce qu'ils sont la preuve que la jeunesse continue de croire dans la politique que propose le PPACI et le président Laurent Gbagbo. Leur mobilisation est également la preuve de l'attractivité de notre parti auprès de la jeunesse ivoirienne. Elle montre que malgré les difficultés traversées par notre parti et malgré les obstacles qui continuent d'entraver le fonctionnement normal de la démocratie, de nombreux jeunes continuent de croire au PPACI et de faire confiance à la vision incarnée par le président Laurent Gbagbo. Je voudrais également avoir une pensée pour les jeunes emprisonnés à la suite des événements liés à l'élection présidentielle de 2025, parmi lesquels de nombreux jeunes engagés au PPACI. Nous voulons une Côte d'Ivoire où l'on peut être jeune, s'engager politiquement, défendre ses convictions, militer pour son parti et exprimer ses désaccords avec le pouvoir sans que cela ne conduise en prison. Je voudrais à cet effet saluer le camarade Gala Kolebi que nous sommes tous contents de retrouver après plusieurs années de prison. Nous appelons donc à ce que ces jeunes ne soient pas oubliés et que la justice, le dialogue et l'apaisement permettent de tourner cette page. Cette conférence n'est qu'une étape. Nous poursuivons ce travail d'analyse, de documentation et de proposition. À cet égard, je voudrais annoncer que nous publierons donc à la mi-septembre le livre noir de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat sous le RADP en Côte d'Ivoire.
Ce document rassemblera des données, les constats et les propositions que nous avons présentées aujourd'hui avec un objectif simple: contribuer à un débat public fondé sur les faits et orienté vers des solutions. Nous continuerons d'aller à la rencontre des jeunes dans les régions, les universités, les centres de formation, les quartiers et les villages, afin que leurs préoccupations deviennent une priorité nationale. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent retour.